Priorité Santé, avec l'assurance d'être en de bonnes mains. Souno Assurance, notre métier, l'assurance. Priorité Santé, Claire Hédon. Bonjour à tous. Dans le monde, 200 millions de personnes utilisent du cannabis. Sur ce nombre, 25 millions ont un vrai problème de dépendance. Et devant cet usage important, un groupe de travail de la mission interministérielle de lutte contre les drogues en France a proposé de remplacer par une contravention et une amende la peine d'1 an de prison prévue pour usage de cannabis. Alors comment lutter contre les addictions ? La pénalisation est-elle un moyen efficace ou au contraire inefficace ? Tabac, cannabis, drogue, quand parler d'addiction ? Comment décrocher ? Où en est la recherche sur ces questions ? C'est ce qu'on va voir avec mes invités. Ils sont deux autour de cette table. Le docteur Nicolas Bonnet, pharmacien addictologue. Il est directeur du réseau des établissements de santé pour la prévention des addictions et responsable de la consultation jeunes consommateurs du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Également avec nous, Jean-Pierre Coutron, président de la Fédération Addiction et qui est psychologue clinicien. Vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Et dans cette émission, on aura également au téléphone Aminata Mbang, qui est psychologue clinicienne à l'hôpital de Fann à Dakar, au Sénégal, et le docteur Kapouné Karfo, qui est psychiatre spécialiste des addictions à l'hôpital Yelgado Ouedraogo à Ouagadougou, au Burkina Faso. Nicolas Bonnet et Jean-Pierre Coutron, bonjour. Bonjour. Merci vraiment à tous les deux d'être là. Alors, un groupe de travail de la mission interministérielle de lutte contre les drogues a proposé de remplacer par une contravention et une amende la peine d'1 an de prison qui est prévue en cas de consommation de cannabis. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce que j'en pense, c'est que c'est une nouvelle tentative en France de trouver un positionnement plus adapté pour, comme vous l'évoquiez dans le lancement, mieux gérer cette question de l'usage. On est dans un système qui avait pendant des années choisi de le criminaliser, de le pénaliser, avec chaque pays a ses lois, mais par exemple avec des conséquences sur le casier judiciaire, avec une peine de prison qui était et qui existe toujours. Et la conclusion, c'est que ça marche pas. Et la conclusion, c'est qu'en tout cas, ça n'a pas marché, ça ne marche pas, et on a vu, il y a deux grandes tendances qui ont été pointées. Pour les uns, et je crois que ça a été documenté, une difficulté d'accéder aux soins, parce que comme c'est illégal, on se cache. Et pour les autres, une deuxième tendance qui est complémentaire, qui est le développement d'un marché parallèle, d'un marché noir et parfois même d'une vraie mafia avec des conséquences dramatiques dans certains quartiers. Donc du coup, on a un certain nombre de propositions alternatives dont on a déjà... Et celle-là vous paraît intéressante ou elle va pas assez loin et vous dites il faut plutôt une dépénalisation complète ? Si vous voulez, celle-là, elle dit on va au moins enlever la peine de prison, le casier judiciaire, et on va remplacer par une interpellation qui sera le système de la contravention, c'est-à-dire vous avez juste, entre guillemets, une somme d'argent à payer, mais vous n'avez pas d'autres conséquences. Alors pour les uns, le risque, c'est que là où avant, on se contentait d'un avertissement verbal ou d'une orientation, on va maintenant avoir systématiquement la contravention, l'amende, donc ils disent on risque finalement de plus sanctionner de ce mode-là. Pour les autres, l'avantage, c'est de dire attendez, en attendant, on aura quand même réglé ça. Dans les deux cas, on ne s'attaque pas à l'autre versant qui est l'économie parallèle, les productions plus ou moins de qualité, on le verra avec le tramadol. Et dans le chiffre que j'ai donné au début, ce qui vous intéresse, vous, c'est pas finalement les 200 millions qui utilisent du cannabis dans le monde, c'est les 25 millions qui sont dépendants. Alors, ce qui intéresse les professionnels, c'est que les usagers rencontrent les produits dans les meilleures conditions, avec le moindre risque possible. Une partie du cannabis relève d'une stratégie de faire accéder au cannabis médical, une autre partie du cannabis relève d'une meilleure prévention en amont qui n'est pas suffisamment faite, et une troisième partie relève de ceux qui sont dans des usages, comment à la fois on continue de leur donner des limites et des règles pour ne pas aller trop loin, mais comment on ne fait pas de ces règles des murs qui rendent impossible l'accès aux soins. Donc effectivement, c'est plutôt ce groupe-là qui est intéressé par ce type de mesures, mais on voit bien la difficulté, puisque c'est un rapport qui a fuité
milieu du mois d'août, qui n'est pas le mois le plus actif dans l'économie française. C'était pour voir un peu comment réagit la société à ce genre de choses. Vous pensez que c'était bien voulu, cette fuite? Officielle, c'était une fuite, voilà. Oui, c'est ça. Pour voir comment ça réagit. Et ça n'a pas fait trop de vagues, finalement. Mais prenez votre téléphone, appelez le Premier ministre, puisque c'était lui qui interpellait, et demandez-lui qu'est-ce qu'il va faire de ce rapport dont on apprend qu'il l'a depuis un mois sur son... C'est ça. Et toute la question est là. Qu'est-ce qui va se passer? Et vous ne savez pas plus que moi. Écoutez, je n'ai pas entendu de déclaration extraordinaire. Enfin, je suis le Premier ministre, j'en ai entendu quelques-unes, mais sur ce sujet-là, je n'en ai pas entendu. Nicolas Bonnet, vous êtes inquiet de la consommation de tabac chez les jeunes. On en parle souvent des dangers du tabac dans cette émission. Et cette consommation en France ne baisse pas. On est quand même sur des chiffres encore assez importants. Tout à fait, on est encore sur des chiffres très importants pour la consommation de tabac chez les jeunes. Plus de 30% des jeunes à 17 ans sont des fumeurs quotidiens, donc pour le coup, des fumeurs dépendants. C'est un constat qui, en plus, n'est pas partagé par d'autres pays maintenant européens. On est parmi les plus mauvais pays européens dans la consommation de tabac, notamment chez les jeunes. Et plus globalement dans le monde, on voit qu'on a une tendance à la baisse à la consommation de tabac et qu'on n'arrive pas à la voir en France. Pour différentes raisons. Parce que d'abord, on a un produit qui est très accessible, qui est encore très admis socialement. On a une politique fiscale qui n'a pas été suffisamment forte également pour freiner la consommation. C'est ça, clairement augmenter le prix du tabac, ça fait baisser la consommation, ça marche bien. C'est le levier le plus efficace si vous vouliez lutter contre le tabagisme, c'est augmenter la fiscalité, augmenter le prix du tabac. C'est là-dessus où on doit agir en priorité, avec derrière des mesures et des applications en termes de prévention, puisque en augmentant le prix du tabac, vous allez malgré tout avoir des gens qui vont aussi se précariser dans la consommation et qui vont y investir davantage d'argent. Donc il faut pour ces gens-là prévoir tout un système de prévention et de prise en charge médicale avec des soins qui soient pris en compte par la collectivité, donc par l'assurance maladie. Chez les jeunes aujourd'hui, on a besoin réellement de mettre en place tout ce travail-là, d'agir également sur les compétences psychosociales, de limiter l'influence des pairs et surtout d'avoir un travail qui commence très tôt, dès le plus jeune âge, dès l'école primaire, dès le collège, avec là des travaux qu'on a, qui sont menés de plus en plus fréquents maintenant en France, où on va travailler avec les jeunes, pas tant sur le tabac, mais sur les comportements à risque, sur la consommation de drogue et sur l'affirmation de soi de façon générale. Ce qui est intéressant quand on parle d'addiction avec vous, c'est que vous parlez aussi bien finalement de l'alcool, de drogue, qu'on pourrait dire drogue dure, de cannabis, de tabac, mais tout ça, vous le mettez dans le risque d'addiction. On va parler de Parce qu'on a souvent tendance à mettre finalement que les drogues et puis à mettre à part finalement tabac, alcool qui est considéré comme entre guillemets un peu normal chez nous. On va parler de comportement. Alors on va parler de comportement parce qu'il y a différentes raisons. D'abord, ce sont des produits qui vont agir de la même manière sur le cerveau, en tout cas sur des régions différentes. C'est identiques. C'est des produits également qui vont amener des comportements qui sont associés. Et puis c'est des produits qui sont consommés de façon concomitante également. Aujourd'hui, la polyconsommation, tabac, alcool, cannabis, c'est quand même ce qui est le plus fréquent. On n'a pas des monoconsommateurs de tabac, d'alcool ou de cannabis, encore moins chez les jeunes que chez les adultes. Ils font le mélange. Tout à fait. La cigarette électronique, vous en pensez quoi, Jean-Pierre Coutron? Que du bien, c'est-à-dire que... C'est un bon moyen pour arrêter. Ça participe d'une histoire, qui est l'histoire de la réduction des risques dans les addictions, qui est que des usagers, ne trouvant pas dans l'offre de soins officielle de solutions, petit à petit construisent leurs solutions. Et la cigarette électronique, il faut se rappeler, elle n'a pas été inventée par des professionnels du soin, elle a été inventée par des acteurs, au sens où ils se sont emparés d'un début d'outil pour petit à petit dire, mais cet outil me permet de faire un demi-pas, et vous me demandez de faire un pas entier, je n'arrive pas à le faire, cet outil me permet de faire un demi-pas. Et ça participe de cette logique de la réduction des risques, qui est qu'on indique des risques, on indique des objectifs, mais on accompagne les personnes sur le chemin qu'elles ont choisi et au rythme auquel elles ont choisi. Donc la cigarette électronique, Nicolas, on partage avec lui cette idée, n'est pas la panacée universelle qui va tout résoudre. Il y a d'autres solutions, on continue d'indiquer aux personnes les substituts, les patchs, les consultations, tout un tas de techniques. Mais la cigarette électronique, pour des millions de personnes, c'est aujourd'hui, de façon très pragmatique, déjà un pas dans une direction qui est de diminuer le risque que l'on prend avec sa dépendance à la nicotine. Et bien à ce niveau-là, je pense que la responsabilité d'un État, c'est de sécuriser le chemin que les personnes ont choisi de suivre, donc de faire que les cigarettes soient, enfin, j'aime pas le mot d'ailleurs, plutôt le vapoteur, soit de meilleure qualité. On devrait plus utiliser le mot de cigarette pour rappeler que c'est dans une autre logique, mais que le vapoteur soit de qualité, que les produits utilisés soient sur des normes garanties, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de risque d'accident supplémentaire, mais
laissons les personnes aller dans la bonne direction avec le chemin et le rythme qu'elles ont envie justement, d'avoir. cette polémique sur les risques de ce vapoteur, de cette cigarette électronique, est-ce que c'est intéressant ou en fait, il y a tellement moins de risques que le tabac? Si vous voulez, que l'on indique qu'il risque un certain nombre de choses avec la cigarette électronique, que l'on indique que l'on ne sait pas tout sur la cigarette électronique, me paraît aujourd'hui, avec les médias dont on dispose, de bonne politique. Que ça serve à semer le doute sur la comparaison qu'il y a entre la cigarette et le vapoteur, c'est complètement destructeur d'une logique de santé publique. Voilà. Dire aux personnes, on peut pas vous garantir que ce chemin est complètement sans risque, mais on devrait d'abord commencer à dire, on peut vous garantir que ce chemin est beaucoup moins dangereux que l'autre. Il reste quelques risques. Voilà. Si vous pouvez en plus en tenir compte, c'est mieux. Voilà. Et la question de la dépendance à la nicotine? Elle reste tout à fait présente avec la cigarette électronique. La cigarette électronique ne fait que passer d'une dépendance à la nicotine de la cigarette fumée à finalement la nicotine présente dans la solution qui est vapotée ensuite effectivement dans le vapoteur ou vaporisateur personnel. La polémique autour des effets soi-disant négatifs de la cigarette électronique, elle est également intimement liée à la pression marketing commerciale des cigarettiers, qui est extrêmement forte, et qui a quand même tout fait pour que la littérature scientifique, du coup, diffuse des messages alarmistes sur la cigarette électronique. Et pour revenir sur la question de la dépendance à la nicotine, mais après tout, on s'en fout un peu de cette dépendance à la nicotine, parce que c'est beaucoup moins dangereux que le tabac. En fait, la question à se poser, c'est est-ce que la dépendance est dangereuse ou pas? Enfin, je veux dire, ça pose la question de la dépendance. On est tous dépendants à de très nombreuses choses dans la vie. Au-delà des rapports aux uns et aux autres, on est notamment dépendant par exemple à la caféine aussi et à d'autres produits sans aucun problème. La nicotine aussi, c'est un produit auquel on peut être dépendant. Elle est présente dans de très nombreux médicaments également. Et il y a, jusqu'à preuve du contraire, pas de risque particulier à être dépendant à la nicotine. Pour la santé, c'est ça qui est important à préciser. On va revenir tout au long de cette émission sur ces questions d'addiction. Priorité santé sur RFI. Et aujourd'hui, nous parlons des addictions avec le docteur Nicolas Bonnet, qui est directeur du réseau des établissements de santé pour la prévention des addictions, et Jean-Pierre Coutron, qui est président de la fédération Addiction. On a au téléphone Augustin, c'est ça, qui nous appelle de Kinshasa en République démocratique du Congo. Augustin, bonjour. Augustin, est-ce que vous êtes là? On a des problèmes de ligne téléphonique apparemment aujourd'hui. On n'a pas Augustin. Alors on me dit qu'on a autrement Mustapha à Ouagadougou au Burkina Faso. Mustapha, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Alors Mustapha, il y a des problèmes de ligne téléphonique. Alors vous parlez bien fort, bien près du téléphone pour qu'on vous entende. Ok. Bonjour Claire. Moi, je vous ai déjà appelé il y a peut-être quelques mois de cela pour dire que je consommais le cannabis depuis près de 9 ans. Et aujourd'hui, sincèrement, j'arrive quand même à me contrôler parce que je consomme moins. Je consomme moins, mais avant je consommais plus, mais maintenant je consomme moins. Donc je voudrais vraiment qu'on m'aide à contrôler la consommation, car si j'arrête vraiment, j'ai des difficultés. Je n'arrive plus à travailler, je suis énervé tout le temps. Avant je consommais beaucoup, je pouvais consommer pour 5 000 la semaine, mais maintenant Maintenant vous consommez combien de fois par jour? Avant, je pouvais consommer 4 fois, mais aujourd'hui, j'essaie de faire 2 ou 3 fois. 2, mais surtout plus 2. Et puis, il y a des jours où je refuse carrément de consommer. J'essaie de me punir un peu, mais c'est un peu compliqué pour moi de rester carrément. Tout à fait. Donc, j'aurais besoin de vos conseils pour vraiment voir si je peux contrôler la consommation. Jean-Pierre Coutron, d'abord, peut-être expliquer pourquoi, quand quelqu'un arrête de fumer du cannabis, il s'énerve plus facilement, parce que c'est quelque chose d'assez classique. Alors, s'énerver, c'est très vaste, mais on pourrait dire de façon générale, quand on arrête quelque chose,
on découvre que il nous manque un certain état auquel on était habitué. Voilà. Donc on va être agacé, énervé, on va être complètement stressé selon les cas. Voilà. Et quand on a consommé pendant 9 ans, on a petit à petit créé un certain nombre d'habitudes. On s'est habitué à gérer tel moment avec ce produit. On s'est habitué à gérer tel stress avec ce produit. On s'est même habitué presque au niveau réflexe à être dans tel endroit et avoir ce produit. On connaît, Nicolas évoquait le risque de la caféine, on connaît l'enchaînement, on sort de son travail, on prend un café, on allume une cigarette. Voilà, c'est des schémas comme ça. Quand on arrête, d'un seul coup, ces moments-là deviennent des moments vides et on ne sait pas par quoi les remplir. Et du coup, c'est là qu'on ressent le stress. Alors on ressent le stress parce que on ne sait pas par quoi les remplir. On ressent de l'énervement parce que on ne sait plus gérer une contradiction, un contradicteur et ça renvoie